Je vais donner la parole à notre avant-dernier intervenant sur cette table. Professeur Ali Mahan, vous voulez bien nous parler de votre travail de lutte contre le terrorisme dans la partie sud-est du Niger? Vous avez 5 minutes, c'est bien? Merci. Merci. Merci, madame. Permettez-moi de remercier son Excellence André Richard, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique de l'Ouest, et son Excellence Madame Nathalie Goulet, vice-présidente, pour l'honneur fait à l'université de Difa en l'invitant à cette tribune. Merci beaucoup. Et notre contribution, c'est pour partager rapidement avec vous la contribution de l'université de Difa et les perspectives dans la lutte contre l'extrémisme violent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous sommes deux collègues venus du Niger. Son Excellence Agali va certainement aborder beaucoup d'aspects. Sauf que, comme depuis la première table ronde, il a été précisé les zones d'action de l'extrémisme violent. Le cas du Niger est très particulier. Le Niger est au centre de plusieurs foyers, notamment au côté bassin du lac Tchad, Boko Haram. Le nord, qui sera largement abordé par son Excellence Mano, donc l'insécurité qui s'est placée en Libye, et côté frontière du Mali et du Burkina Faso, son Excellence Madame Touré a largement abordé cet aspect. Et le Niger subit le fardeau de l'ensemble de ces insécurités. Et ça pèse lourd sur le budget national. Comme on dit, la guerre coûte cher. Et le bassin du lac Tchad, je pense qu'on va rapidement, parce que c'est largement connu, c'est considéré comme l'arrière-pays de tous les 4 pays. Hein, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. L'enclavement, l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, la faiblesse du réseau de communication, la propagation de la pandémie du VIH-Sida et les maladies épidémiques et endémiques récurrentes liées à cet isolement. Nous avons aussi la mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviométrie, la dégradation de l'environnement, les sécheresses, les baisses des rendements agricoles, les inondations. Ceci qui a amené même l'État du Niger à créer l'université de Difa pour se pencher sur des problèmes écologiques majeurs, notamment l'assèchement du lac Tchad. L'assèchement du lac Tchad qui est de 73, le lac Tchad venait jusqu'à la périphérie de la ville de Nguingimi au Niger. Mais présentement, il y a une réduction de plus de 90% de la superficie en eau. Donc ça s'est répercuté sur les niveaux de production agricole des systèmes. Il y a la dégradation des écosystèmes. Donc nous avons des espèces qui s'adaptent très bien, mais vu l'ampleur de l'adversité du milieu, vous avez un exemple d'un pied d'arbre, le dattier du désert, déchaussé sur plus de 2,5 mètres. Et la dégradation des milieux de production, les parcours pastoraux, les milieux de culture, les services forestiers apportent son maximum pour la restauration en vue d'améliorer les rendements pour soutenir les populations. Voilà la mission dévolue à l'université de Difa à sa création en 2014. Donc, nous avons le désœuvrement des jeunes, la faiblesse des investissements, notamment en faveur de cette jeunesse qu'il faut maintenant. Maintenant, on peut passer directement à la carte, la zone d'influence de Boko Haram. Il y a une carte qui illustre très bien avec les attaques de la ville de Difa le 6 février 2015 et le lendemain, la veille, la ville de Bosso. Et c'est ce jour même qu'on présentait aux autorités administratives et coutumières l'université de Difa. Cela nous a beaucoup marqué. Et on passe directement au grand contexte sécuritaire et humanitaire de la région de Difa. Il faut noter que la crise de Boko Haram a affecté tous les 4 pays limitrophes du lac Tchad depuis son explosion en 2009 au Nigeria. Comme exemple, environ 300 véhicules Toyota. La ressource principale de ce milieu, c'est le poisson. 300 véhicules par semaine, côté nigérien seulement, transfèrent le poisson vers le Nigeria. Et par véhicule, vous avez à peu près 2 millions
chaque véhicule, le contenu coûte 2 millions. Donc si on calcule à l'échelle de la semaine, c'est plus de 2 milliards qui sont générés à travers cette activité pêche dans le bassin du lac Tchad. Et Boko Haram a très bien compris très tôt pour détourner cette ressource à son profit. La commercialisation est détournée au profit de Boko Haram. Donc, source de financement, ce qui a amené l'État du Niger, on verra ça un peu plus tard, et les mesures d'accompagnement pour freiner l'expansion de Boko Haram, c'est d'interdire le commerce du poisson. Le commerce du poisson, après enquête, il s'est révélé qu'en fait, ça génère beaucoup de ressources, 8 milliards par semaine. Donc, le Niger, affecté depuis 2013, avec l'arrivée des retournés et réfugiés du Nigeria, avec les attaques, l'amplification des effets de la crise à partir de 2014, avec les attaques et la prise des gros centres nigériens limitrophes du Niger, tels que Damasak, Malam Fatori. Le 6 février, comme je l'ai dit tantôt, Boko Haram a attaqué la ville de Difa. Il y a eu, à partir de cet instant, un déplacement massif des populations fuyant les exactions de la secte. La population de la région de Difa, qui était de l'ordre de 500 000 habitants, est passée du coup à plus de 800 000 habitants. Donc, il y a eu davantage de pression sur les ressources. Donc, on peut avancer pour illustrer un peu ces populations qui sont en détresse, qui s'installent dans des conditions très précaires et qui sont souvent soutenues de plus en plus par les humanitaires. Donc, c'est ce qui atténue leurs difficultés. Mais Boko Haram avait déjà effectué des pillages et des incendies des écoles, des cantines et des centres de santé. Et il y a 12 661 élèves des écoles de la zone touchée par le conflit qui n'ont plus la possibilité d'aller à l'école. Les enseignants ont été réaffectés. Donc, du coup, les autorités avaient posé la question suivante aux responsables de l'université. Quelle pourrait être la contribution de l'université de Difa pour soutenir ces populations en détresse, mais aussi pour soutenir les succès militaires sur le terrain. Du coup, l'agenda de l'université a évolué, chargé de réfléchir sur des problèmes écologiques. On est amené à prendre en charge des problèmes sociétaux. Ce qu'on a fait avec plaisir. Maintenant, en deux, la stratégie développée en réponse à la crise. D'abord, c'est l'État du Niger. Qu'est-ce que l'État du Niger a fait? L'État du Niger avait déjà des dispositifs, à savoir la haute autorité à la consolidation de la paix qui assistait les populations. Et certainement que l'honorable Agali va revenir sur ces aspects parce que c'était lié au premier conflit, mais aussi une commission chargée de la récupération des armes. Donc tout ça, c'est le dispositif qui existait déjà. Et ce qui est lié maintenant à Boko Haram, c'est l'initiation surtout au niveau régional à Difa des réflexions de collecte des informations auprès du Nigeria, auprès du Tchad par rapport à la réédition des Boko Haram. Affaiblissement de la secte sous les actions militaires. Il y a eu, comme vous l'avez suivi, la scission en deux fractions rivales, la fraction Chekau et la fraction Barnawi, ayant conduit les premières rééditions d'une vingtaine d'éléments de Boko Haram en décembre 2016 au Niger. Et dans la foulée, il y a eu le lancement officiel du programme cadre de prise en charge et de réédition des éléments de Boko Haram le 27 décembre à Difa par son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des Affaires religieuses et coutumières. Le but recherché, c'est de diminuer l'état de belligérance et aller vers la normalisation de la situation dans la région à travers l'accélération de la consolidation de la sécurité dans la zone affectée, le retour des populations déplacées dans leur village d'origine, la reprise des activités économiques dans la région par une relance des activités de culture de poissons, mais aussi de culture de poivrons, mais aussi de pêche et la commercialisation. La restauration de l'autorité de l'État à travers la reprise des activités des services publics dans les zones affectées, la mise en œuvre à terme d'un vaste programme d'investissement économique à caractère structurel. Il y a eu à ce stade 222 repentis qui sont installés au niveau d'un camp aménagé à Goudoumaria, à quelques 200 km au nord-ouest de la ville de Difa. Pour mettre en œuvre le plan de communication prévu dans le programme cadre de réédition des ex-combattants,
le gouverneur de la région, à son niveau, a signé un arrêté mettant en place un comité chargé de dialoguer avec les différents acteurs, les familles des victimes, mais aussi les familles des jeunes qui sont partis, qui sont enrôlés par la secte Boko Haram, les administrateurs. Donc, ces comités ont travaillé pour faciliter la réédition, ce qui a rehaussé l'effectif à 222 présentement au niveau du camp de déradicalisation de Goudoumaria. La stratégie développée maintenant par l'université de Difa, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est une demande des autorités régionales qui nous avaient posé la question quelle pourrait être la contribution de l'université. Donc, ce qui a amené l'université, au fur et à mesure que la situation sécuritaire évolue, d'adapter sa stratégie pour apporter une contribution pertinente, complémentaire déjà à ce que le gouvernement menait sur le terrain. C'est ainsi qu'on a mené jusqu'à 4 activités principales en 4 phases. La première activité qu'on a appelée l'appel de Difa, qui a consisté à organiser un premier atelier d'analyse de la situation pour faire des propositions de sortie de crise. Déjà, il y a eu des recommandations pour maintenir la pression militaire, mais aussi de tendre la main, d'ouvrir les portes pour accueillir des repentis éventuels. Et on a compris aussi très tôt qu'il fallait mobiliser toutes les universités de la sous-région, l'université de Bamako, de Ouagadougou, l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, plus encore les universités des 4 pays du bassin du lac Tchad. Nous avons organisé, parce que les partenaires ont estimé que le premier colloque a réussi, un second symposium international sur la sécurité pour former des réseaux. Et au cours de la formation, il y a eu les détachements militaires des 4 pays du bassin du lac Tchad, mais aussi les chefs traditionnels. Et là, on a formé des réseaux, un réseau pour échanger des informations, traiter les informations et faciliter les prises de décisions. Enfin, avec le nombre croissant des repentis, nous avons eu l'idée d'organiser un symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram. Cette idée a été soutenue par le gouvernement nigérien parce que ça fait même l'objet d'une communication en Conseil des ministres en mars 2017 par le ministre de l'Enseignement supérieur, ce qui a encouragé toute la communauté nationale et internationale pour une adhésion massive. Et c'était l'occasion pour l'université de présenter des exemples de résolution de conflits, parce qu'on a fait intervenir également un spécialiste de l'université de Bogota en Colombie pour présenter l'exemple des FARC, mais aussi 2 Afghans, un ancien taliban, pour nous présenter la résolution de ce conflit, l'analyse du problème, mais aussi les Chebab, l'exemple du Libéria. Donc voilà quelques recommandations. Merci Madame la Présidente. Nous allons terminer par quelques recommandations, notamment multiplier les activités d'amélioration de résilience des populations à travers le financement d'activités génératrices de revenus. L'université a proposé un incubateur agroécologique et de promotion de la paix. Nous avons aussi un centre de réédition. Il serait intéressant de soutenir ce centre pour que ça serve de laboratoire, aussi bien pour le lac Tchad que pour le Sahel. Faciliter le retour des populations dans leur village d'origine, ça leur tient à cœur. Créer un institut international pour la paix, le dialogue et le développement, parce que c'est l'arrière-pays. Il faut maintenir ces animations scientifiques pour avoir des contacts avec les populations. Elles en ont besoin. Créer un réseau interuniversitaire et de la société civile sur la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes. Merci. Très bien. Alors, c'est quand même un excellent exemple parce que je ne crois pas que nos universités soient suffisamment impliquées dans la lutte contre la radicalisation, mais je pense que vous allez être très intéressés par la dernière table ronde si on y arrive, parce que là aussi on a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, et vous avez mis le doigt évidemment sur l'éducation, ce qui est évidemment la clé.